Et coucou les loulous! Deuxième week-end de confinement, toujours pas très rigolo. Donc je continue avec mes histoires et aujourd'hui, on va partir faire le tour du monde en 80 jours. Voilà, en lien quand même avec notre projet, comment on travaille sur le monde cette année. Eh ben ça y est, on fait le tour en 80 jours seulement. On est trop fort. Vous êtes prêts? Allez, je commence. En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Sauville Row était habitée par Phileas Fogg, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres. Avait-il voyagé? C'était probable, car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde. Ce qui était certain, toutefois, c'est que depuis de longues années, Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres. Le gentleman vivait seul dans sa maison, qui, sans être somptueuse, se recommandait par son extrême confort. Ce jour-là même, 2 octobre, il avait donné congé à son unique domestique, qui s'était rendu coupable de lui avoir apporté pour sa barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86 degrés. Et il attendait son successeur, le successeur de son domestique. À 11h30, on frappa à la porte du petit salon dans lequel se tenait Phileas Fogg. Un garçon âgé d'une trentaine d'années se montra alors. « Vous êtes français? Et vous vous nommez John ?»« Jean, » répondit le nouveau venu. « Jean Passepartout. Un surnom que justifie mon aptitude naturelle à me tirer d'affaire. »« Passepartout me convient, » répondit le gentleman. « Vous connaissez mes conditions ? » ?»« Oui, monsieur. Donc à partir de ce mercredi 2 octobre 1872, 11h29, vous êtes à mon service. » Cela dit, Phileas Fogg se leva et disparut sans ajouter une parole. Passepartout demeura seul dans la maison de Sauville Row. Après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, Phileas Fogg arriva au Reform Club. Divers membres y faisaient également leur entrée. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg, comme lui, enragé joueur de whist. « Je suis certain, dit Gauthier Ralph, que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. Des inspecteurs de police ont été envoyés en Amérique et en Europe, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. » Le fait dont il était question s'était accompli 3 jours auparavant. Une liasse de billets de 55 000 livres avait été dérobée au caissier principal de la Banque d'Angleterre. Super, une énigme. « Je soutiens, dit Andrew Stuart, que les champs sont en faveur du voleur. »« Mais où voulez-vous qu'il aille ?» s'enquit Ralph. « Je n'en sais rien, répondit Stuart, mais après tout, la terre est vaste. »« Elle était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. »« Comment autrefois ? Est-ce que la terre a diminué par hasard ?»« Sans doute, répondit Ralph, la terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant en 80 jours seulement. »« Oui, s'écria Stuart, mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages et les déraillements. »« Tout compris, répondit Phileas Fogg. »« Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique. »« Dans la pratique aussi, monsieur Stuart. Je parierais bien 4000 livres qu'un tel voyage est impossible. »« Très possible au contraire, répondit Fogg. »« Eh bien, faites-le donc. »« Soit. Je tiens le pari, dit monsieur Fogg. Le train de Douvres part à 8h45. Je devrais donc être de retour dans ce même salon, le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir. Après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, Phileas Fogg quitta le Reform Club à 19h50 et il était chez lui. Passepartout, nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. « Monsieur se déplace » demanda Passepartout. « Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. » Passepartout aurait voulu répondre, il ne put. Il prépara le modeste sac que contenait sa garde-robe et celle de son maître. Puis, l'esprit troublé, il rejoignit M. Fogg. À 20h45, un coup de sifflet retentit, et le train dans lequel Phileas Fogg et son domestique avaient pris place se mit en marche.
Le mercredi 9 octobre, on attendait pour 11 heures du matin à Suez le paquebot Mongolia. Un homme se promenait sur le quai au milieu de la foule. Il se nommait Fix et était l'un de ces détectives anglais qui avaient été envoyés après le vol commis à la Banque d'Angleterre. À l'arrivée du paquebot, l'un des passagers s'approcha de Fix. Il lui demanda fort poliment s'il pouvait lui indiquer le consulat anglais et lui présenta un passeport sur lequel il désirait faire apposer le visa britannique. Fix eut un moment de stupeur. Le signalement libellé sur le passeport était en tout point identique à celui du voleur présumé. « Monsieur, fit l'agent, s'il s'agit du passeport de votre maître, il faut qu'il se présente en personne au consulat afin d'établir son identité. » Là-dessus, Fix se dirigea rapidement vers les bureaux du consulat. « Monsieur, dit-il au fonctionnaire, j'ai de fortes présomptions de croire que notre homme a pris passage à bord du Mongolia. Il sera là dans quelques instants, son passeport en règle, mais j'espère bien que vous ne le viserez pas. »« Si ce passeport est régulier, répondit le consul, je n'ai pas le droit de refuser mon visa. Cependant, il faut bien que je retienne ici cet homme jusqu'à ce que j'aie reçu de Londres un mandat d'arrestation. »« Ah, cela, monsieur Fix, c'est votre affaire. » Le consul n'achevait pas sa phrase. Deux étrangers, qui n'étaient autres que Passepartout et Fogg, furent introduits dans le bureau. Fix, dans un coin du cabinet, les dévorait des yeux. « Eh bien » demanda Fix après leur départ. « Eh bien » répondit le consul, « il a l'air d'un parfait honnête homme. Hein. À cela, j'en aurai le cœur net. » Quelques instants plus tard, Fix avait rejoint Passepartout. « Alors, mon ami, lui dit-il, votre passeport est-il visé ? » ?»« Nous sommes parfaitement en règle, répondit le Français. « Et vous visitez le pays ? » ?»« Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. »« Et où va-t-il donc, votre maître ? » demanda l'inspecteur de police. « Toujours devant lui. Il fait le tour du monde en 80 jours. »« Il est donc riche. »« Évidemment, il emporte toujours une jolie somme avec lui, en billets de banque tout neufs. Tenez, il a promis une prime magnifique aux mécaniciens du Mongolia si nous arrivions à Bombay avec une belle avance. » Fix, maintenant que sa conviction était faite, n'écoutait plus. Il s'embarquait à bord du Mongolia et bientôt le rapide paquebot filait à toute vapeur sur les eaux de la mer Rouge. Les feux activement poussés, le Mongolia marchait de manière à devancer l'arrivée réglementaire. Que faisait Phileas Fogg pendant ce temps ? On pourrait croire que, toujours inquiet et anxieux, il se préoccupait des changements de vent qui auraient compromis son voyage. Aucunement. Il faisait ses 4 repas par jour et jouait au whist le reste du temps. Quant à Passepartout, ayant une nouvelle fois croisé l'obligeant personnage qu'il avait si complaisamment guidé à Suez, il se lia d'amitié avec lui. Le voyage s'accomplit donc dans les meilleures conditions et le Mongolia, qui ne devait arriver à Bombay que le 22 octobre, arriva le 20. Donc, avec 2 jours d'avance, les enfants. Trop fort. À 16h30, les passagers avaient débarqué à Bombay et le train de Calcutta partait à 20h précises. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, Fix avait compris que ce coquin allait quitter la ville. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta et plus loin s'il le fallait. Au matin du 22 octobre et à 15 milles, en avant de la station de Rothal, le train s'arrêta au beau milieu d'une vaste clairière. « Nous nous arrêtons ici » demanda Phileas Fogg au conducteur. « Sans doute. Le chemin de fer n'est point achevé et il ne reprend qu'Allahabad. » La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie et s'étaient emparés de derniers véhicules que possédait la bourgade. Phileas Fogg et Passepartout, quant à eux, achetèrent un éléphant et monnayèrent les services d'un cornac. À 9h, l'animal s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de Latanier. Pardon, voilà le gros éléphant. Le voyage semblait devoir se dérouler sans incident quand l'éléphant, donnant quelques signes d'inquiétude, s'arrêta soudain.
Un murmure confus s'éleva dessous les arbres, et bientôt, la tête d'une procession apparut. En première ligne s'avançaient des prêtres. Derrière eux, sur un char aux larges roues, se tenait une statue hideuse à 4 bras. C'était Kali, Kali, la déesse de l'amour et de la mort. À la suite, quelques brahmanes traînaient une jeune femme qui se soutenait à peine. Enfin, des gardes portaient le corps d'un vieillard revêtu de ses opulents habits de Raja. Un sacrifice humain, fit le cornac. Cette femme sera brûlée demain aux premières heures du jour. Si nous la sauvions, proposa Phileas Fogg, j'ai encore 12 heures d'avance. Je puis les consacrer à cela. Donc à sauver cette femme hindoue. Les heures s'écoulèrent et bientôt quelques nuances moins sombres annoncèrent l'approche du jour. L'heure était venue à laquelle l'infortuné allait mourir. Phileas Fogg et ses compagnons suivirent la jeune femme et arrivèrent bientôt à moins de 50 pas du bûcher, où elle fut étendue auprès du cadavre du Raja. Puis une torche fut approchée et le bois s'enflamma aussitôt. Phileas Fogg, dans un accès de folie généreuse, s'élançait vers un bûcher quand il se produisit un événement pour le moins inattendu. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Le vieux Raja n'était pas mort. On le vit se redresser, soulever la jeune femme et descendre du bûcher. Les fakirs, les gardes, les prêtres, pris d'une terreur subite, se jetaient face contre terre, n'osant regarder un tel prodige. Le ressuscité arriva ainsi près de l'endroit où se tenait M. Fogg. « Filons !» dit-il. C'était Passepartout lui-même qui s'était glissé au milieu de la fumée et avait arraché la jeune femme à la mort. Un instant après, tous 4 disparaissaient dans le bois et l'éléphant les emportait d'un trot rapide. Vers 10 heures, le cornac annonça la station d'Allahabad où reprenait la voie interrompue du chemin de fer. Mrs. Wada, la veuve du Raja, remercia ses sauveurs avec effusion et M. Fogg lui offrit de la conduire à Hong Kong où elle demeurait chez l'un de ses parents. Enfin, Calcutta était atteint. Phileas Fogg ne comptait ni retard ni avance sur son itinéraire. Le Rangoon, en partance pour Hong Kong, leva l'ancre sans délai. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui, les doudous, et je vous raconterai la suite demain. Allez, bonne journée. De gros bisous et à demain. Ciao, ciao.